Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comics Presso. Nous sommes le 13e jour du mois de décembre, donc la 13e vidéo. Aujourd'hui, équipé de mon espresso, je m'en vais vous parler d'un comics qui m'a marqué cette année. Alors, juste avant, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en dessous de la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, vous devinerez jamais de quel auteur on va parler. Ah, c'est que la 3e fois qu'il apparaît. On va parler de Mark Millar, effectivement, en duo avec Frank Quitely, et c'est ce duo-là qui va donc nous faire Jupiter's Legacy, dont je m'en vais vous parler tout de suite en fait. Jupiter's Legacy, c'est sorti en 2 volumes, ainsi qu'un prélude qui s'appelle Jupiter's Circle, normalement, donc là c'est Jupiter's Legacy, le prélude, parce que Netflix a fait une série qui s'appelle Jupiter's Legacy, donc forcément il faut mettre le même nom. Je vais pas m'attarder sur la série Netflix, d'accord? Vous voyez le titre de cette vidéo qui normalement devrait vous faire comprendre que c'est pas la même qualité. N'allez pas regarder cette série, allez plutôt lire les comics Jupiter's Legacy. Et moi je vais essayer de vous convaincre que c'est la bonne chose à faire. Avant de commencer, sachez que je me suis rendu compte au début du mois de décembre que je n'avais pas lu le prélude. Ça fait 6 mois que c'est dans ma bibliothèque, 6 mois que je me dis... Bah, c'est peut-être une des séries de comics que j'ai préférées cette année. J'étais persuadé d'avoir lu le prélude, et en fait pas du tout. Je l'ai pas lu. Partager mes moments de frustration. Du coup, aujourd'hui, je vous parle plutôt du tome 1 et du tome 2. Alors, comment est-ce que j'ai décidé de lire Jupiter's Legacy? Bah écoutez, ça vient d'une frustration, parce que je m'attendais à kiffer la série quand elle a été annoncée. Et puis ça a été l'horreur au moment de regarder, vraiment. Je pense que c'est une des séries que j'ai le moins aimé cette année. Ça a été très frustrant pour moi parce que vraiment le scénario avait l'air à la base de me plaire, et non que ce soit visuellement ou scénaristiquement parlant, il n'y avait rien qui allait. Alors, équipé de mon bon d'achat dans ma librairie, je faisais le tour des rayons, et puis j'ai trouvé Jupiter's Legacy, et je me suis dit, soyons curieux, essayons de lire l'œuvre qui a inspiré, avec des gros guillemets, qui a inspiré cette série, et peut-être que ça sera meilleur. Spoiler, oui, j'ai vraiment adoré le comics en fait. De quoi est-ce que ça nous parle finalement, Jupiter's Legacy? Bah écoutez, on va suivre en fait 3 générations de super-héros. Déjà, on va avoir la première qui se déroule en 1932, en fait, juste avant le krach boursier. On va suivre donc des personnes qui n'ont pas encore leur pouvoir et qui vont devenir les premiers super-héros de l'histoire et qui vont essayer en fait de rattraper toute la merde qui est en train d'arriver dans ce pays. La deuxième génération, c'est leurs enfants, qu'on voit ici. Ils sont des enfants stars, ils ont été élevés comme ça. Leurs parents sont des super-héros notoires que tout le monde connaît leur identité. Ils n'ont jamais vraiment eu de vie à eux, en fait. Donc ils deviennent ces fameux super-héros sans vrai costume, où ils sont un peu rebelles. Et finalement, on va avoir un gros twist qui va faire en sorte que ça va être aussi à eux de gérer la merde que leurs parents leur ont laissé, en fait. Et enfin, la 3e génération, qui arrivera plutôt dans le tome 2, mais qui est déjà mise en place dans le tome 1, où c'est en fait les enfants des enfants qui, pareil, vont devoir mettre fin à une guerre qui a commencé il y a plusieurs années. Pour ceux qui ont vu la série Netflix, ça peut vous paraître très bizarre, mais sachez qu'en fait, la série Netflix n'a adapté que la première de ces 3 timelines. Et finalement, on en apprend peu sur la première génération des super-héros, qui, a priori, sera plus développée là-dedans. C'est très con d'avoir fait une série là-dessus. Le gros point fort de ce récit, c'est le rythme. C'est très facile de perdre des lecteurs avec 3 timelines différentes, et finalement, pas du tout. On s'y retrouve très bien parce que les personnages sont très bien designés déjà. On les reconnaît au premier coup d'œil. Vous voyez, quand je vous montre ces personnages-là, c'est pas les archétypes des beaux gosses. T'as pas envie de t'attacher à ces personnages-là. Et c'est pas les stéréotypes des super-héros qu'on connaît. Et ça, tant mieux. On va parler des dessins de Frank Quitely. Je suis pas fan. Je trouve qu'au niveau des caractérisations de personnages, comme je vous disais, il s'est bien démerdé. Les visages sont pas très beau, mais c'est normal, ça va avec l'esprit du récit, donc ça me dérange pas. Je trouve que l'ambiance est très bien retranscrite. Par contre, en termes de décor, il faut oublier, genre vraiment, il y a rien, quoi. On a rien. Et là, j'ai pris une page au hasard. Sachez qu'on a rien pendant tout le long. C'est très très vide pour finalement un comics qui se veut très réaliste. Ça fait pas mouche, quoi, ça marche pas là-dessus. Par contre, au niveau de l'action, ça marche plutôt bien. Alors évidemment, hier, ou il y a 2 jours, oui, je vous parlais de McNiven, on n'est pas au niveau de McNiven sur l'action, hein, attention. Mais écoutez, ça fait plutôt le taf. Et puis surtout, le dessin de Frank Quitely, il a un côté très, très dépressif. Regardez. Ça respire pas la joie, que ce soit en termes de couleur, en termes d'esthétique.
Il y a un truc, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ouais, encore une fois, le néophyte qui s'exprime, hein, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais il y a un côté où vraiment tu as une sorte d'angoisse en lisant ça. Au niveau de la structure narrative, là je vais mettre des gens à dos. Ça m'a un peu rappelé la saga Star Wars. Pourquoi? En fait, on suit déjà sur plusieurs générations une seule famille qui est responsable du destin du monde. Et c'est ces conflits dans la famille qui vont faire chavirer le monde d'un côté ou de l'autre. C'est aussi cette famille qui va mettre au monde une nouvelle génération qui sera le nouvel espoir. Et finalement un affrontement intergénérationnel. Là-dessus, ça m'a beaucoup rappelé Star Wars. C'est probablement pas les seuls à le faire. Moi, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit parce que j'ai été baigné là-dedans. Et finalement, les dessins de Frank Whiteley, c'est pour moi le seul défaut de ce comics. Là où je vous parlais de McNiven qui permet de débrider en fait Mark Millar, bah là j'ai l'impression que c'est l'inverse. On a Mark Millar qui arrive pas à se lâcher parce que le dessinateur serait pas à la hauteur. Et finalement, c'est aussi ce qu'on peut reprocher à la série, c'est que la série aurait pas pu faire tout ce qu'elle voulait parce que de toute manière, en termes de production, en termes d'effets spéciaux, c'était moche. Peut-être que c'est un point commun là-dessus. Hein. Alors je sais que beaucoup défendront Frank Whiteley parce que c'est vraiment un style à part et qu'il y en a beaucoup qui apprécient, je le sais. Moi, j'ai pas été accroché par ses dessins et je trouve que vraiment il y a des trucs qui vont pas. C'est mon avis, les goûts et les couleurs. Hein. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Jupiter's Legacy. Moi, je m'en vais lire le prélude, du coup, vu que j'ai oublié. Mais je vois que c'est dessiné par deux autres personnes et non plus par Whiteley. Peut-être que ce sera pour moi l'occasion de voir si j'avais raison et de confirmer mes théories. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux si c'est le cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ce nouvel épisode de Comics Presso. Moi, c'est toujours un plaisir de suivre ce challenge. Je m'en sors bien pour l'instant, voilà. Puis vous êtes au rendez-vous, donc ça fait chaud au cœur. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez une belle journée et à demain, 9 h, au même endroit. Salut tout le monde. Ciao, ciao.